Oui, et juste avant de reprendre le propos que je voulais faire, le plan Langevin-Wallon, sa postérité n'appartient pas uniquement au Parti communiste, même si vous avez souligné avec beaucoup d'intérêt la référence qui est constituée pour le Parti communiste, et même au sein de la gauche, le Parti socialiste, lors de son arrivée au pouvoir, etc., en 81, et les travaux précédents qu'il avait fait avec le fameux programme Libérer l'école de 77, fait référence constamment au plan Langevin-Wallon. Enfin, effectivement, la référence est très forte, même si elle reste atténuée par les conséquences des réflexions amenées par les événements de mai-juin 68 qui viennent reconsidérer certains éléments. Concernant donc, oui, les différents documents qui peuvent se rapporter à la figure de Henri Wallon au sein des fonds de l'éducation nationale, on va en trouver dans différents ensembles documentaires. Je me concentrerai sur vraiment la dimension éducation de Henri Wallon, même si les fonds d'archives publiques des archives nationales concernent d'autres aspects, notamment son militantisme. Vous avez parlé de sa facette communiste, elle a un pendant, c'est la facette de la surveillance, et notamment on trouve un dossier de surveillance d'Henri Wallon dans les fonds de la police, dans la sous-série F7 aux archives nationales. Concernant donc le lien à l'éducation d'Henri Wallon, évidemment, on va trouver différents types de documents liés à son cursus universitaire, qu'il soit École normale supérieure dans la sous-série 61 AJ, agrégation, et ensuite ses charges de cours. Son cursus universitaire et ensuite son cursus dans les différents établissements où il aura à enseigner et à chercher, se trouve condensé dans son dossier de carrière conservé dans la sous-série F17, donc au sein des fonds de l'éducation nationale, qui permet donc de manière synthétique d'avoir accès à l'ensemble des activités qu'il a pu exercer et qui sera analysé plus tard de manière plus fine donc par Yann Potin. J'attire votre attention sur le fait que les archives nationales conservent en partie les fonds du rectorat de Paris et donc les fonds partant les fonds de l'université de Paris et des différentes facultés, dont la faculté avant donc les réformes d'Edgar Faure qui ensuite va diviser l'université de Paris, dont la faculté de médecine et la faculté des lettres qui intéressent toutes les deux la carrière d'Henri Wallon. Et donc à partir des fonds du rectorat, conservés dans la sous-série AJ16 et les versements en cotation continue postérieure, on trouve à la fois les documents relatifs à la délivrance de diplôme qu'il peut avoir, à la délivrance de son doctorat, et ensuite aux charges d'enseignement qu'il peut avoir. Cela étant, les archives nationales, si elles conservent une masse documentaire énorme, ne conservent pas les archives de tous les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ainsi le Collège de France, dont une des archivistes est ici présente, a signé une convention de dérogation à l'obligation de versement et conserve par-devers lui ses propres archives. Et donc pour la carrière, pour l'activité d'Henri Wallon au sein du Collège de France, il faudrait se reporter vers cet organisme. De la même manière, l'École pratique des hautes études, le PHE, conserve par-devers elle ses archives. Mais pour autant, on peut trouver dans les archives du tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Instruction publique puis Éducation nationale, des fonds se reportant à chacune de ces activités. De manière plus précise, pour revenir donc à ce qui a fait la postérité dans le domaine de l'éducation, éducation et non pas recherche, de Henri Wallon, la commission passée à la postérité donc sous le nom de Langevin-Wallon. Cette commission, instituée par arrêté du 8 novembre 1944, dépose donc, comme l'a montré M. Boischu, deux rapports, 46 puis 47. Les dossiers de cette commission ne se retrouvent pas à proprement parler dans les fonds de l'éducation nationale, mais dans les fonds dits du musée pédagogique, donc dans les codes 71 AJ aux archives nationales, pour la bonne et simple raison que c'était à l'Institut pédagogique national que la commission se réunissait et que dès lors les dossiers
ont été conservés et ont été ensuite versés aux archives nationales. Ces documents ont été par ailleurs très bien étudiés par les historiens de l'éducation et ont été en grande partie édités. Ce qui est fascinant, c'est la postérité dans les fonds postérieurs à l'immédiate après-guerre, la postérité des travaux de la commission, qui sont repris à la fois par des travaux de l'inspection générale ou par différents centres de recherche. Ainsi, dans les fonds du Centre d'ethnologie sociale et de psychosociologie de Chambard-Delot, versés par le service de l'EHESS dont Brigitte Mazon était responsable, on retrouve une partie de documents liés aux journées de 54 qu'on a vues tout à l'heure et aux réflexions suscitées dès lors dans l'équipe de Chambard-Delot à partir de ces notes. De la même manière, le fonds d'archives du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, conservé aux archives nationales, conserve une grande part de documentation d'écrits d'Henri Vallon, servant de documentation et pour la recherche et les activités de mise en place de ce centre d'études. Ou encore, pour reprendre des fonds versés par le HESS, le séminaire de Claude Sébel, alors haut fonctionnaire à l'éducation nationale de 82 et 83, sur les genèses de l'échec et de la réussite scolaire, consacre toute une partie de ces séances à la figure d'Henri Vallon et à ses travaux en psychologie, et ensuite à la commission Langelin, aux travaux de la commission. Une piste, en revanche, qui serait également importante à voir, c'est non pas la postérité de ces travaux, non seulement par des chercheurs, par des hauts fonctionnaires d'éducation et par des chercheurs en psychologie ou en psychologie sociale, mais également dans les commissions éducation du Commissariat général au plan, qui a œuvré dans ces commissions à partir également de la référence constante aux travaux de la commission Langelin-Vallon. Enfin, je reviens sur les activités de recherche à proprement parler de Henri Vallon. On va également trouver au sein des archives nationales des éléments se rapportant à la publication de la revue Enfance, notamment dans les fonds du CNRS. La revue Enfance, vous vous souvenez, était indiquée avec le concours du CNRS, et donc fatalement, il y a un dossier de subvention et de présentation de subventions correspondant dans les fonds CNRS, qui est donc conservé aux archives nationales. De la même manière, on retrouve dans le fonds récemment déposé des cahiers pédagogiques, l'influence des travaux de la commission et des réflexions de Henri Vallon sur la psychologie de l'enfant au sein de la collection ancienne des cahiers pédagogiques. De la même manière, les autres activités d'Henri Vallon peuvent être également renseignées en creux et en complément du fonds privé et personnel déposé aux archives nationales. Dans certains fonds du rectorat de Paris sur du rectorat de... Où est-il du rectorat de Paris sur l'Institut de psychologie, dont Henri Vallon est membre du conseil directeur, et également des fonds sur l'Institut national d'orientation professionnelle, évidemment, pour lesquels il y a des dossiers conservés dans... pas beaucoup, vous avez tout à fait raison, quelques-uns, conservés, c'est du qualitatif, dans les fonds de l'éducation nationale. Ainsi, les fonds d'archives publics conservés aux archives nationales renseignent à la fois, en creux, encore une fois, les activités de Henri Vallon, mais surtout la postérité qu'il a eue par sa présence dans les travaux successifs menés par cette administration.